Eh bien, on fait la même chose chaque mois pour nos collaborateurs qui reçoivent en fait pas un SATLI, mais un SAT-FH, un Satisfaction Free Helper, avec une question de NPS, de Net Promoter Score. Alors, le NPS chez un abonné, on sait tous ce que c'est. C'est ce que vous recommanderiez la marque Free à un tiers. Qu'est-ce que c'est le NPS pour un collaborateur ou une collaboratrice? C'est est-ce que vous recommanderiez votre entreprise au sens, est-ce que vous coopteriez? Est-ce que c'est une entreprise où il fait bon travailler, dont vous êtes fier? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lougage et consultante. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. Avant de passer à l'épisode, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, s'ils vous apportent quelque chose, il y a plusieurs moyens de le faire savoir. S'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si cette dite plateforme est Apple Podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis. Vous pouvez aussi désormais vous abonner à notre newsletter directement sur notre site internet marindeck.fr. Non, je ne suis pas une fille égocentrique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous, commenter nos publications, partagez-les et parlez-en autour de vous entre deux visios. Ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Vous le savez, sur Le Client, et c'est aussi ce que vous aimez, on a très envie de varier nos invités, de donner de la visibilité à des personnalités certes encore peu connues, mais aussi de discuter en toute transparence avec des personnalités qu'on connaît, mais qu'on n'a jamais vraiment entendues sur un format discussion. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec une femme incroyable, qui fait beaucoup pour le monde de la relation client, qui fait beaucoup pour les entrepreneurs et qui fait beaucoup pour les femmes. Il s'agit de Angélique Gérard. Alors Angélique, en fait, je ne peux pas résumer son job à une ligne parce qu'elle a un CV long comme le bras d'un basketteur de NBA, vous allez le découvrir. C'est elle qui s'est occupée de la relation client depuis le lancement de Free aux côtés de Xavier Niel. Elle est aussi l'auteure de 2 livres, La fin du sexisme et L'expérience client, une histoire d'émotion aux éditions Erol. Autodidacte, avec un grand humanisme et beaucoup d'humilité, elle compte sincèrement parmi les rôles modèles de notre époque. Avec Angélique, on a parlé de son parcours, de comment elle est arrivée dans cette folle aventure qui est devenue le groupe Iliad, de sa mission évidemment, de l'expérience collaborateur, de l'expérience abonné, des communautés, du syndrome de l'imposteur et de son organisation quotidienne pour être partout, même là où on pense qu'elle ne l'est pas. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Angélique Gérard. Hello Angélique. Hello Marine. Bon, tu vas bien? Je vais très bien, merci, et toi? Ça va super, merci. Je suis hyper contente de t'avoir avec moi. J'ai fait des recherches quand même et je me suis retrouvée, mais tu as un CV, mais de ma boule. Angélique Gérard, directrice de la relation client du groupe Iliad, auteure du livre L'expérience client, une histoire d'émotion, pour la fin du sexisme aussi, qui était ton premier livre. Donc, tu es présidente de 8 filiales du groupe de Xavier Niel, tu es business angel, tu as succédé à Emmanuel Macron à la première place du classement Choiseul sur les 100 leaders économiques de demain. Et en 2020, tu es classée parmi les 40 femmes les plus inspirantes dans Forbes. Écoute, oui, tu as raison, c'est ma boule. Et j'ai toujours beaucoup de mal, en fait, à me dire que j'ai fait tout ça et que j'ai une certaine reconnaissance donc de mes pairs. Donc, écoute, moi, ça me fait encore rougir. Donc, c'est encore, je pense, mon côté féminin. Mais je pense que c'est super important parce que ça permet, tous ces classements permettent de mettre en avant des femmes. Et je pense qu'on en a besoin, et notamment la nouvelle génération, parce qu'elle cherche des rôles modèles. Elle a envie de se dire que c'est possible et elle a raison. Et donc, je trouve que je contribue à ça avec d'autres femmes aujourd'hui en France. Et ça, c'est ma principale motivation, même si je ne cherche pas forcément ce qui m'arrive à chaque fois. Je découvre le truc, ça me tombe dessus et je me dis, mais vraiment, c'est moi. Donc, si tu veux, quand je succède à Emmanuel Macron à la première place du classement Choiseul, mon premier réflexe, c'est de me dire, je suis première du classement féminin. Et de découvrir que non, je suis première du classement mixte,
Et là, je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est improbable», et je cherche à comprendre. Mais je me dis, c'est tout le mérite aussi des gens aujourd'hui qui éditent ces classements, qui y travaillent. Moi, je suis une autodidacte, j'ai pas forcément été, aidée dans la vie et donc de pouvoir, sans le vouloir, arriver à être valorisée, je trouve que c'est, ultra positif et ça laisse beaucoup d'espoir en fait, à énormément de femmes, mais aussi à des hommes. Donc Mmh. c'est ultra positif. Et tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Est-ce que tu t'imaginais que du coup Écoute, c'est assez, c'est la première fois qu'on me pose la question et merci de me la poser parce que figure-toi que je souhaitais, faire carrière au sein de l'armée de terre. J'ai une, D'accord. grande passion pour le sport et ça fait, des années, que je souhaite, m'engager, dans la réserve. Mmh. Donc vraiment pour, tu vois, pour des convictions, purement citoyennes et à m'interroger, mais malheureusement, j'ai pas le temps pour ça. En fait, j'aimerais faire l'école de guerre qui, s'appelle différemment, depuis cette année, et je pense que le jour où j'aurai du temps, effectivement, je le ferai. Ouais, donc tu es vraiment, à te challenger tout le temps, te fixer des objectifs et tu es ultra engagée aussi. Enfin, faut le dire. Bon, c'est, vraiment c'est admirable. Bah, j'ai des convictions et je trouve que c'est important parce que ça fait avancer, pas seulement, on se fait pas avancer, soi-même, on permet aussi, à d'autres d'avancer au travers de ses convictions et puis oui, je suis une hyperactive, je dors très peu. Donc je pense que je dors, entre 3 et 5 heures, par nuit. Ah ouais. Donc je travaille, très tard. Donc effectivement, quand j'écris un ouvrage, c'est des heures de travail la nuit, c'est des week-ends, c'est des vacances. Mais voilà, ça permet d'apporter un témoignage et ce qui est important pour moi, c'est surtout la transmission, et c'est de se dire qu'on laisse quelque chose et si on arrive à changer la vie, ne serait-ce que d'une seule personne au travers de ce qu'on a écrit, ben, on a réussi quelque chose. Donc ça, c'est important et puis il y a quelqu'un dans ma carrière, hein, qui est, le président de l'Institut Choiseul, qui m'a dit un jour: «Tu sais Angélique, écrire un livre dans une carrière, c'est quand même, ultra important». Et j'ai médité pendant 2 3 ans ce conseil et je me suis dit: «Mais en fait, il a raison parce que j'ai plein de trucs à dire» et après se pose la question de: «Mais est-ce que je suis capable de les exprimer par écrit? Est-ce que je suis capable d'écrire un livre?» Et finalement, tu te lances et tu te dis que c'est possible, là où jamais tu ne serais posé la question. Tu m'aurais posé la question, il y a 20 ans, si j'allais écrire des livres, je t'aurais dit non. En Mmh. plus, un livre dont le titre est «Pour la fin du sexisme», je t'aurais ri au nez, tellement, si tu veux, je ne m'identifiais absolument pas aux féministes, que je pouvais, lire dans les journaux ou apercevoir à la télé. Donc et finalement, bah, voilà, tout se concrétise et donne du sens en même temps, à ma vie, à ce que je suis et à ce que j'ai envie de transmettre. Mmh. Et beaucoup de sacrifices, tu le dis. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, aujourd'hui dans la vie, Oui. donc voilà, tu as précisé, je suis directrice de la relation client au sein du groupe Iliad. Je suis dirigeante historique depuis 21 ans. J'accompagne un effectif, de 7 000 collaborateurs, voilà, au travers de 8 filiales et quelques prestataires. Je suis aussi une maman de 3 jeunes enfants, donc je suis un peu, on-off. Donc quand je fais mon premier enfant, quand je donne naissance à mon premier enfant, je fais les 2 autres, dans les 3 ans, dans les 3 ans qui suivent. Donc Comme ça, presque c'est fait. presque un enfant, voilà, par année. Donc on me demande souvent s'il y a eu des jumeaux, donc voilà, mais c'est bien, 3 grossesses et puis, voilà, je suis comme ça donc je j'ai écrit 2 livres, en tous les cas, il y a eu des parutions, à 1 an d'intervalle et je suis déjà sur le 3e, toujours nourrie par des convictions, par des choses qui m'interpellent. Donc je dirais que je suis une citoyenne, engagée qui essaye d'être éclairée au regard, des défis, d'aujourd'hui. Et puis, je suis surtout une passionnée donc et je suis heureuse en fait, je suis heureuse de vivre et ça c'est super important, tu vois, Mmh mh. d'apprécier les choses de la vie. Alors mon en t enfin vraiment je suis comme ça tout le temps et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, tu te rends compte de la chance que tu as, d'arriver à te dire que tu es en bonne santé,
tu t'arrêtes encore, sur, le petit, cui-cui, d'un oiseau ou le petit papillon que Mmh. tu croises et te dire: «Mais c'est juste magnifique en fait, la vie c'est ça». Et il y a plein de belles choses, à écouter, à regarder, à apprécier et puis, à prendre en compte, parce que ça fait partie de nous. Et comment tu t'es retrouvée à prendre part à cette aventure chez Iliad? C'est une super question parce qu'en fait, j'étais absolument pas, prédestinée, à faire ce que je fais aujourd'hui. Tu l'as compris, j'étais autodidacte donc Mmh. j'ai d'ailleurs, vécu une grande frustration, quelques années après avoir, commencé avec Iliad et donc on avait un copain, commun avec, Xavier Niel et ce copain commun, m'a présenté 2 premiers projets, pour, travailler, avec, Xavier que je ne connaissais pas du tout Mmh. et en fait, j'ai accepté le troisième qui était de créer une plateforme européenne du renseignement téléphonique. C'était fin 99. Donc Xavier Niel était déjà, très en avance sur ce qui allait se produire, sur le marché des renseignements téléphoniques, hein, puisqu'on a vu les 118, arriver, je Mmh. crois il y a 10 ou 12 ans maintenant. Et donc il y a 21 ans, on me confie, la création de cette plateforme européenne du renseignement, basée sur la recherche inversée. Alors, tu es jeune, mais, les moins jeunes, comme moi qui nous écoutent, vont se souvenir, du service télématique avant l'internet, et notamment le 36 17 à nu où, tu marquais le numéro de l'appelant. Ça Ouais. faisait à peine 2 ans que les numéros des appelants, s'affichaient donc et pourtant c'était il y a 20 ans, grâce à ce numéro, les gens retrouvaient le nom et le prénom de la personne qui les avait appelés et donc Free D'accord. s'est d'ailleurs, créé grâce à ça parce que, les premiers millions ont permis de financer les premiers millions de francs à l'époque ont Mmh. permis de financer les premiers serveurs de Free, en tous les cas de ce qui allait devenir Free et donc moi j'ai créé ce service mais par téléphone et puis, on m'a donné les clés d'un local, on m'a donné le carnet de chèques de la boîte. Moi, j'arrivais de chez l'opérateur historique où pour avoir, j'image un peu, mais où pour avoir en fait, une acceptation de congé payé, il fallait presque 15 signatures. Donc si tu veux, là, c'était le fossé, Mmh. vraiment, total et je me retrouve avec, les clés d'un local, le carnet de chèques et on me dit: «Tu te débrouilles». Et donc voilà, tu dois câbler le local. J'avais jamais fait ça de ma vie. Tu dois, voir avec les fournisseurs du mobilier de centre d'appel, recruter les gens qui vont travailler et puis c'est du 24/24, 7 jours sur 7 et puis surtout ça ouvre dans un mois et donc si tu veux, au bout d'un mois, je me suis retrouvée, sur un bureau, avec des gens qui câblaient, pas de bureau de call center, pas de salariés et en fait, je bossais 20 heures sur 24 parce que je faisais mes rendez-vous de recrutement, de fournisseurs, de plans, de machins, de trucs et en même temps, je décrochais au téléphone puisque j'étais la seule conseillère puisqu'il fallait ouvrir le service et donc ça s'est monté très vite, hein. Au bout de 3 mois donc tout était réalisé et j'avais une équipe en fait, d'une dizaine de personnes qui tournaient en 24 sur 24, 7 jours sur 7 et malheureusement, en fait, les pubs qui devaient être effectuées, ne l'ont pas été, qui fait que j'avais du mal, en fait, à avoir de la volumétrie et à Mmh. occuper, en fait, mon équipe de 10 personnes et donc j'ai eu une période ultra intense pendant presque, 6 mois et puis ça s'est un petit peu, dégradé et évidemment quand tu es à fond les ballons, adrénaline, Mmh. machin, tu dors pas, tu vis pour ça, hein, clairement, tu Mmh. as pas de vie en dehors de ça et que, tout s'est un peu arrêté parce qu'il y avait pas de matière en fait. Tout était fait, il y avait pas plus de matière. Bah, au bout de 9 mois, j'ai appelé Xavier Niel que je ne connaissais pas. Je travaillais pour lui, chez Iliad. Je ne le connaissais pas et en lui disant: «Ben, voilà, on se connaît pas, mais on n'aura pas l'occasion de se connaître. Je suis ici à tel endroit, je fais ça pour vous et donc dans 3 à 4 semaines, je pars. Donc je vous annonce que je donne ma démission». Et donc en fait, dans la demi-journée qui a suivi, Xavier Niel est arrivé, devant ce local, rue Amelot
et m'a emmené quelques mètres plus loin où il y avait la société Proxat qui allait devenir, où l'enseigne commerciale était déjà free, mais c'était l'internet gratuit, en me Mmh. disant: «Bah, là, vous avez un tel, un tel, un tel, c'est des copains». Ils étaient tous en stage d'ingénieur, ce sont les fondateurs, du groupe aujourd'hui et donc bah, voilà, on a besoin de quelqu'un pour la hotline parce que, c'est compliqué, on sait pas, on connaît pas, l'humain, c'est pas notre sujet, les process, c'est pas notre sujet, c'est pas notre métier. Est-ce que vous voulez participer à l'aventure et est-ce que, bah, on était un vendredi, est-ce que dès lundi matin, vous pouvez me reprendre les gens qui sont dans cette, hotline. Il y avait 92 personnes. Toutes ces personnes étaient en contrat de qualification, donc tu imagines le niveau de motivation et Xavier me dit: «Bah, voilà, faut tout reprendre de zéro». Et donc je lui dis: «Est-ce que vous allez m'introniser? Est-ce que vous écrivez parce que OK, très bien, j'y serai lundi matin». «Oui, bien sûr, je fais un mail, j'explique que vous êtes la nouvelle patronne, il y a pas de problème». Je suis arrivée le lundi matin du haut de mes 24 ans, cliché absolu, grande blonde et cetera, au milieu de 92 mecs qui m'ont demandé qui j'étais, ce que je faisais et qui m'ont expliqué que j'étais pas la bienvenue. Et donc il a fallu que je m'impose parce que ce mail n'est jamais parti. Donc j'ai vécu une première année, assez dense. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, je signe, c'est vrai. Ça m'a forgé aussi un caractère, et ça m'a permis également, bah, de comprendre assez vite ce qu'il fallait faire. Et donc sur, ces 92 personnes, alors il y a eu beaucoup de fins de contrat de qualif, que j'ai pas souhaité, garder, mais j'ai conservé 2 salariés à la fin, qui sont encore salariés du groupe aujourd'hui, qui participent à l'aventure. Donc ça, c'est merveilleux et puis si tu veux par la suite et ben, voilà, tu crées Free, tu participes à cette aventure incroyable et bah, mon travail, ça a été, de répondre aux besoins de croissance du groupe et de Mmh. créer des structures sur mesure en fonction, de la croissance, du groupe. Donc c'est ce que je fais maintenant, depuis, 21 ans. Mes homologues sur le secteur, souvent, me chambrent en disant que j'ai le record de longévité, sur le poste de directrice de la relation client au sein d'un groupe de télécom, parce que globalement ça change, tous les 2-3 ans. Et donc voilà, mais voilà, c'est tellement passionnant si tu veux que, j'ai l'impression, bah, d'avoir peut-être fait 3 ou 4 boîtes parce que, Mmh. il y a eu des cycles et puis, bah, on se dit souvent que pas changer de boîte, c'est pas prendre de risques, mais c'est pas vrai en fait parce que, des risques, j'en ai pris, au cours de ces, 20 dernières années, hein. Ouais, mais en fait, ce qui compte, c'est que tu sois hyper épanoui, que tu continues d'apprendre des choses et que tu aies effectivement cette perception d'avoir toujours des nouveaux projets, de changer sans au final avoir besoin réellement de changer de boîte. Et ça, enfin, c'est une entreprise extraordinaire et c'est un parcours incroyable quand tu arrives à t'épanouir sur aussi longtemps. Et donc aujourd'hui, tu es heureuse. Je suis super heureuse parce que j'ai toujours plein d'idées et donc et j'ai des équipes, merveilleuses. On est labellisé, Great Place to Work, pour la deuxième année consécutive. Donc et si tu veux avec la crise sanitaire, on se rend compte en fait, voilà, je porte un projet d'entreprise avec, mes équipes et je me rends compte que ce projet en fait, était le bon projet et que ça nous a permis de traverser la crise parce que, les fondations étaient là, les valeurs étaient là. Notre mission de service, bah, c'est pas du fake, on a été au rendez-vous, et donc oui, ça c'est une énorme satisfaction, c'est un grand bonheur, et puis j'ai un côté, très créa, j'ai toujours beaucoup d'idées, Mmh. que je partage avec les équipes, et je suis très joueuse aussi, mais joueuse, très, gentiment, hein. Donc tous les challenges en fait, pour moi sont, ultra, stimulants. Enfin, ça me galvanise, donc j'ai besoin de ça en permanence et quand je le trouve plus, je vais le chercher, je vais le générer. Donc du coup, c'est toujours, voilà, il y a toujours beaucoup d'énergie, hein. Et quand je reviens à tes caïds que tu as du coup, bah, que tu as accueillis, enfin c'est plutôt eux qui t'ont accueilli, quand, au tout début. Tu disais: «J'ai tout appris sur le tas» et cetera et pour autant, après, tu t'es formé, tu as fait un prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu t'intègres cette équipe-là, ce nouveau projet, tu avances, tu avances. À la fin, il reste 2 des humains, qui faisaient partie de l'équipe. OK, fine, et qu'est-ce qui se passe ensuite et comment tu fais grandir cette dimension-là de l'entreprise et comment tu te formes à ça? Alors tu es prise dans un tourbillon et en fait, tu n'as pas le temps de te retourner et de te poser des questions et donc Mmh. quand tu gères des croissances qui sont exponentielles
eh bien, la feuille de route que tu as écrite, tu la modifies tous les mois. Et tous OK. les mois, tu te remets en question. Et tous les mois, tu remets en question les outils, tu remets en question la façon de travailler, parce que ça va tellement vite, en fait, que tout ce que tu peux écrire ne correspond pas à la réalité de ce que tu es, contraint, mais avec, beaucoup de positivisme, tu contraint de gérer. Et donc, tu avances en permanence, sans forcément te poser de questions, jusqu'au moment où toi, personnellement, tu es rattrapé, du fait de ton passé, de ton éducation et cetera, et tu te dis: «Mais, enfin, je suis peut-être pas à ma place, quoi». Donc le fameux sentiment d'imposture, Mmh. donc c'est ce que tu évoquais. Moi, j'ai fait un crédit à la consommation, pour me financer des études. Voilà, j'ai un patron qui refusait, de financer ses études, parce que pour lui, j'en avais pas besoin. Donc Mmh. il comprenait pas. C'est pas que, voilà, il était radin ou quoi que ce soit, c'est qu'il comprenait pas. Et ça a été un grand soulagement pour moi, j'ai fait un mini MBA à l'INSEAD et j'ai été en fait, confrontée, bah, déjà si tu veux j'étais dans ma grotte, hein, chez Free, on parlait à personne, on était, c'était l'entre-soi, total. On a souvent été vus d'ailleurs, comme une secte et donc pour la première fois, je sortais de ma grotte, je rencontrais des gens, qui avaient, des expériences professionnelles différentes des miennes, mais avec souvent, des objectifs ou des enjeux qui pouvaient être proches des miens et puis ça a été un enrichissement, vraiment important parce que je faisais des choses assez intuitivement, sans Mmh. forcément mettre des termes, théoriques sur ce que je faisais et donc ça m'a permis effectivement de consolider mes connaissances, de pouvoir, travailler mes éléments de langage, aussi, Mmh. de me rendre compte que oui, j'étais à ma place et qu'en plus j'étais au bon endroit dans la boîte dans laquelle il fallait être. Parce que quand tu commences à faire ça et Xavier l'avait compris, quand tu commences à aller, vouloir, faire, des études, le risque c'est que tu partes. Oui, Surtout après. quand tu as fait l'INSEAD parce que, bah, enfin c'est pas un mythe, tu as 2-3 chasseurs de tête, qui t'appellent, à la sortie, de l'INSEAD. Mmh. Et donc en fait, c'est voilà, ça a été assez révélateur et assez positif pour moi. Ça je dis très souvent que si j'avais été chez le psy, ça m'aurait pris peut-être moins de temps et ça m'aurait coûté Mmh. surtout moins cher parce que c'est un gros budget, l'INSEAD. Mais voilà, ultra positif et puis je me suis pris d'une passion pour les études, tardives donc j'ai enchaîné, 2 années, supplémentaires, d'études, à la sortie de l'INSEAD, pour me sentir mieux, pour, me former, et tu as raison, on apprend en fait et on apprend encore, tous les jours. Donc c'est ça qui est passionnant et j'essaye de lire, d'écouter, de partager et à chaque fois en fait, même dans un partage, on apprend des choses de ses interlocuteurs, interlocutrices. Mais alors, comment tu fais pour toujours engorger des nouvelles informations, avoir des nouvelles idées en dormant 3 à 5 heures par nuit? Alors oui, du coup, tu as le temps d'y penser, mais ton cerveau, faut qu'il se remette en route. Enfin, c'est quand même incroyable, je trouve. Bah, j'ai pas le sentiment d'en avoir, besoin. Ouais, En fait, j'ai plutôt le sentiment que c'est mon fonctionnement et que si je faisais autrement, ce serait pas forcément positif pour moi. d'accord. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 6 heures, 7 heures, 8 heures, enfin, je pense que chacun doit faire en fonction de son rythme et je suis absolument pas un exemple, à suivre, hein, sur, ce type de sujet, ni pour, les grossesses enchaînées, hein. Donc c'est pas, donc je suis vraiment pas un exemple sur ça. Mais moi, ça me correspond. Je sais pas faire autrement, je sais pas m'asseoir dans un canapé le week-end. Je pense que je me suis jamais assise, dans le canapé, chez nous, sauf peut-être pour faire les lacets, d'un de mes enfants. Mais donc je suis tout le temps en action, tout le temps à vouloir faire des choses et ça fait partie, je pense, de ma construction personnelle. Donc j'attends pas forcément grand-chose à l'issue de tout ça, mais je le fais parce que sur le moment donné, ça me nourrit, je pense que c'est important. C'est toujours l'histoire de la conviction un peu vissée au corps, de se dire que à un moment donné, c'est bien de le faire et on se pose pas de questions en fait, on fonce. Mmh. Et comment tu définirais aujourd'hui, du coup, la relation client chez Iliad? On a fait des très belles choses, on a beaucoup appris parce que Mmh. forcément entre, les 10 premières années et les 10 dernières années, il y a un gap. Finalement, quand tu accompagnes de la croissance, encore une fois, tu vas te poser des questions de process, d'outils et cetera. Mais on n'avait pas forcément, la question de l'expérience. Tu vois? D'ailleurs, nos 1res box,
Les gens disaient qu'il fallait avoir eu une formation, informatique, pour les brancher. Là où aujourd'hui, c'est plug and play et on travaille beaucoup Ouais. sur l'expérientiel. Donc ça a beaucoup évolué et moi, j'ai beaucoup évolué. Je me suis construite aussi, au travers, j'ai écouté plein de gens, sur le secteur et puis je me suis forgée, voilà, mes propres ambitions, mes propres convictions. Moi, je suis, absolument, convaincue, que pour parler d'expérience client, il faut parler d'expérience collaborateur. Pour nous, c'est vraiment la pierre angulaire du changement. Définir ce que nous attendons en matière, d'expérience collaborateur, en fait, ça permet ensuite, d'aborder, en fait, comme il faut, l'expérience, Freenote et notamment notre mission de service. Donc, en fait, on s'attache à développer des qualités humaines qui deviennent finalement indispensables à tout échange et dans un contexte, on le sait, qui est de plus en plus, digitalisé et virtualisé. Donc, on travaille sur l'intelligence émotionnelle. On essaye de développer l'intelligence émotionnelle de nos collaborateurs. Donc ça, tu vois, c'est aussi un point très important de ces 10 dernières années, hein, de travailler sur ces aspects. Et évidemment avec un objectif, unique, hein, qui est de répondre vite et de façon, pertinente, pour apporter une prestation, de qualité, à nos abonnés. Et puis, il y a le sujet de l'omnicanalité aussi, hein. Il y a dans les années, 2000-2010, on ne se posait pas forcément la question de l'omnicanalité. D'ailleurs, on ne se posait pas la question de la relation client, faut être assez honnête, hein. Ouais, non, mais oui. C'est voilà, on était un peu le parent pauvre, des groupes, et aujourd'hui, tout le monde comprend en fait, que les gens qui sont derrière un casque apportent une valeur ajoutée et moi très souvent je dis: «Ils n'apportent pas qu'une valeur ajoutée, ils apportent aussi une chaleur ajoutée» et c'est tout le sens de l'intelligence émotionnelle, de l'empathie, de tout ce qu'on va être capable, de pouvoir en fait, qu'on va pouvoir créer dans une interaction, avec un Freenote. Et sur l'omnicanal, on a aligné, nos outils, hein, pour le besoin de cette stratégie. Ça nous a permis d'améliorer considérablement notre connaissance, de nos abonnés, d'offrir une expérience plus fluide, plus efficace, quel que soit le canal, sollicité. Et puis en parallèle, on a évidemment, fait une transformation digitale et je pense avec beaucoup d'avance parce qu'on a commencé à Mmh. travailler ces sujets, il y a, 7-8 ans et sur la partie RH, sur notre transfo digital, et bien ça fait presque partie de notre ADN. Donc, OK. ça fait 20 ans qu'on a des outils digitaux, pour le suivi, RH et managérial, de toutes, nos équipes. Et donc, ça c'est du coup, c'est juste génial. Et puis, c'est surtout, et je le dis, très souvent, hein, seul on n'est rien, c'est grâce aux équipes et c'est grâce avant tout à l'humain et au collectif, qu'on a pu, arriver à ça. Et on travaille encore, on aime bien challenger, et essayer de changer de mindset sur la façon dont on s'organise, pourquoi, comment, quelles sont, les organisations qui nous permettent toujours d'être plus agiles. On a une organisation qui est auto-apprenante, donc OK. ça nous permet de faire, plein de choses. Et puis, on a l'idée majeure que je partage avec les équipes, c'est que, on doit impérativement considérer le Freenote comme un éternel prospect et pas, déjà on n'a pas de clients, tu le noteras, on a des abonnés ou des Freenote et donc de se dire: «OK, en fait, c'est jamais un Freenote à part entière, c'est toujours un prospect parce qu'il peut se passer n'importe quoi et ça peut s'arrêter» et Mmh. donc considérons que rien n'est jamais gagné et que c'est ce que l'on va faire et mettre en œuvre, qui va permettre, d'engager un abonné, de recréer un climat de confiance, et cetera. C'est quoi la durée de vie moyenne, d'un client, dans les télécoms? Je ne Dans les télécoms, je ne connais pas la durée de vie moyenne. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un observatoire, sur le Mmh. sujet. En tout cas, c'est pas un indicateur, que j'ai déjà vu traiter et sans doute parce que chez un opérateur, c'est une donnée confidentielle. Ouais. Moi, je me projette juste en me disant qu'effectivement la volatilité, des abonnés est quand même assez forte, où aujourd'hui il suffit qu'il y ait quelque chose qui pète, pour que, le client s'en aille, quoi. Alors oui et non, parce OK. que quand ça pète, tu veux quand même que ce soit réglé très vite. Évidemment, si c'est pas réglé très vite, tu te poses la question. Mais tu sais que changer d'opérateur, c'est quand même te retrouver en moyenne 10 jours sans connexion.
parce qu'on va décabler pour laisser partir la personne et puis on va recabler chez un autre opérateur. Et tout ça, ça prend du temps. Hein. C'est pas automatisé. On a des équipes, des milliers de personnes qui font ça en France chez tous les opérateurs. Donc tu te poses quand même la question. Après, il y a la période de déménagement, donc c'est un moment de vérité de service chez nous parce qu'il y a une certaine fragilité. Quand tu déménages, tu remets un peu tout en question. Et donc, tu te poses la question de savoir. Et puis, si tu emménages avec quelqu'un, se pose la question de savoir quel est l'opérateur qu'on garde quand il y a 2 opérateurs dans les 2 foyers. Mais oui, après, si tu veux, on est sur un marché aussi hautement concurrentiel. C'est très, très agressif. On le voit, hein, il y a des promos tout le temps chez les opérateurs. Et donc, le côté prix peut inciter effectivement des internautes du coup, à orienter leurs besoins uniquement sur l'aspect économique. Ce qui, oui, crée des mouvements chaque année partout. Hein, mais on a quand même, pendant plus de 15 ans, on avait le taux de churn. Le taux de churn, c'est le taux de résiliation le plus faible de la profession. On a eu un petit épisode où ça a été moins le cas. Et à nouveau, en fait, on renoue avec la fidélité de nos abonnés. Hein. Et ça passe notamment par l'expérience, par la prise en charge, par la considération et par des marques de confiance réciproques. Et alors, du coup, concrètement, comment est-ce que vous faites pour développer l'intelligence émotionnelle de vos équipes? J'ai lu que tu avais fait plein de choses. Il y avait recrute ton N+1, le CV anonyme, il y a le chat, c'est Othello, c'est ça? C'est Othello. Enfin, tu fais plein de choses. Qu'est-ce qui marche le mieux? Ce qui marche le mieux, c'est d'une part l'incarnation d'un projet d'entreprise qui est basé en fait sur la sincérité. Et donc, quand tu t'intéresses sincèrement aux personnes avec lesquelles tu travailles et qu'elles-mêmes s'intéressent sincèrement à leurs collègues de travail, à leur management, à leur entreprise, tu crées quelque chose de très fort. Parce que humblement, parce que tout ne peut pas toujours bien fonctionner, mais tu acceptes que ça ne puisse pas bien fonctionner et qu'on te le dise. Et à partir de là, tu as de la matière pour travailler des plans d'action. Et c'est là où la relation de confiance avec les équipes se construit. Donc ça, c'est, je pense, le premier point. Moi, je suis, tu vois, les chefs happiness officers dans les sociétés. Je trouve que c'est un truc, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font et je pense qu'ils le font très bien. Mais je suis convaincue que ça passe pas par ça. On est tous responsables, en fait, de l'expérience collaborateur. Et on ne devrait pas avoir besoin d'eux pour que ça se passe bien. Bah non, si c'est incarné, ben ça rayonne de partout. Tu vois, donc c'est le principe de la symétrie des attentions sur laquelle on travaille depuis maintenant, je pense, 8 ans. Donc ça doit être quelque chose en fait de naturel. Faut pas que ce soit forcé. On va pas se dire: «Ouais, alors jeudi matin, on va chanter tous ensemble à la cafette, machin». Non, c'est pas ça. Donc nous, on essaye effectivement, intelligence émotionnelle, c'est aussi faire participer, se baser sur l'intelligence collective et donc faire participer nos collaborateurs aux décisions d'entreprise. Alors évidemment pas à toutes, hein. On n'est pas une entreprise libérée, on est une entreprise libérante et ça c'est une grande, je pense, différence. Hein. Je ne sais pas si tu vois bien, mais quand tu es une entreprise libérée, bah, tu laisses les clés. Hein, donc, il y a des entreprises qui sont passées de 11 strates hiérarchiques à 4, qui ont estimé qu'avoir un DAF, ça servait à rien parce que les budgets n'étaient jamais suivis, les prévisions jamais suivies, etc. Et puis que tout le monde décidait dans son métier, dans son service. Ça, c'est être libéré. Et être dans une entreprise libérante, c'est être dans une entreprise où en fait tu as un cadre, il est défini, il y a un cap qui est fixé, on sait tous où on va. Et la question ensemble, c'est comment on y va. Et donc, nous, on est dans ce cadre-là d'entreprise libérante. Donc, on fait participer nos collaborateurs à nos réflexions en matière de rémunération, d'incentive. Donc, on crée des petits comités d'ambassadeurs, de gens qui viennent nous dire ce qu'ils en pensent, qui apportent également leurs idées. On fait du hacking corporate. Qu'est-ce que c'est le hacking corporate? Chez nous, en tous les cas, c'est win pour l'entreprise, win pour les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Et donc, si à un moment donné, un collaborateur veut hacker un process de l'entreprise,
il peut le faire à la condition du win-win. Et OK. donc, on va lui donner les moyens parce que s'il a une idée qu'il veut le faire, il a peut-être pas forcément toujours il a peut-être pas la compétence gestion de projet pour le faire. Donc, on va l'aider, on va le former. Il va choisir des gens avec lesquels il va travailler. On va lui allouer du temps. Et si on veut effectivement mettre en prod le process en question, eh bien, on va déclencher des moyens supplémentaires. Donc nous, ça passe par, on est dans une culture de pitch et c'est normal parce qu'on est dans un métier de voix. Donc et je trouve que c'est responsable de former nos collaborateurs à la prise de parole, type pitch parce que Mmh. ça les aide aussi dans leur vie quotidienne, ça les aide Bien pour sûr. tout. Je veux dire quand ils vont demander un prêt à la banque et quand tu les as aidés pour ça, dans leur contexte professionnel, forcément, voilà, ils se sentent à l'aise. Il y a pas d'angoisse, ils déroulent. Donc ça, c'est canon. Et puis, oui, alors on fait beaucoup de choses. Là, effectivement, tu as cité recrute ton N+1. Donc, c'est une procédure qu'on a depuis 4 ou 5 ans maintenant. Partant du principe que pourquoi ce serait moi qui déciderais de qui vont être mes N-1 et Mmh. pourquoi c'est pas les équipes qui décident de qui va devenir leur patron. Donc, nous, on fait beaucoup de mobilité et de promotion interne. Donc c'est notre modèle. On accompagne les collaborateurs, dans la durée, on les développe, on identifie les talents, on met des parcours de formation à disposition, de VAE. On a d'ailleurs, il y a 1 an, eu 69 personnes, qui ont passé une VAE et il y avait, les 2 tiers, c'était pour un master. OK. Heu, ils ont tellement été bien accompagnés par, leur manager et par notre pôle accompagnement des talents, qu'on a eu plus de 90 de réussite, en fait. Ce qui est très rare parce que généralement, ça tourne autour de 60-70 de mémoire. Donc ça prouve, que, bien moins d'ailleurs, on me souffle. Donc ça prouve effectivement qu'il y a un engagement de l'entreprise, il y a un accompagnement de l'entreprise et ça, c'est top. Et donc ça permet à nos collaborateurs, de se sentir en fait, légitimes à aller, porter, une proposition de service, pour un poste. Donc, nos directeurs de centre sont choisis, par, nos responsables plateaux. Nos responsables plateaux sont choisis, par, les responsables d'équipe qu'ils vont coacher et nos conseillers choisissent, les, responsables d'équipe qui vont les coacher. Alors, comment ça se passe? En termes de candidature, on fait plus de CV, de lettres de recommandation interne et cetera du Mmh. manager. La personne qui propose ses services propose un projet pour l'équipe dont elle aura la charge et pour l'activité qu'elle va effectivement gérer avec son équipe. Donc, c'est vraiment en 2 pans, le plan humain et puis le plan un peu plus expérientiel, Freenote. Donc ils vont pitcher, donc, soit toute l'équipe se réunit pour écouter, ceux qui veulent devenir leur manager, soit en fait ils, créent des petits groupes d'ambassadeurs qui vont, relayer ensuite, à l'ensemble, de l'équipe. Donc, et donc ils choisissent en fait sur la base de ces critères. Donc c'est hyper simple parce que quand toi tu choisis quelqu'un, tu l'imposes. Donc tu fais une petite com, tu dis pourquoi et cetera, tu lui souhaites bonne chance. Mmh. Évidemment, tu l'accompagnes après, hein, tu le onboardes. Mais là, c'est différent parce qu'il est déjà onboardé, parce qu'il est choisi par l'équipe, il est accepté par l'équipe. C'est un peu comme l'élection des délégués de classe, quoi. Ouais, c'est totalement ça. Donc si tu veux, celui qui arrive ou celle qui arrive, il est de fait légitime. Et puis celle ou celui qui arrive, il a présenté un projet. Il s'est engagé Mmh. auprès des femmes et des hommes de l'entreprise. Il a un projet pour l'équipe. Et donc, s'il quitte un peu, la route de son projet, bah, l'équipe lui dit: «Mais dis donc, tu avais pas promis que, tu ferais ça?» Et donc ça s'autogère, donc ça s'auto-équilibre et je trouve ça, merveilleux. Donc tu vois, en termes, d'équilibre, on faisait partie des 10 premières sociétés dans le monde à bêta-tester Facebook at Work, qui est devenu Workplace. Ouais. Et j'ai lancé le truc en 3 jours chrono, sans avertir, nos RH, notre pôle informatique, machin, j'ai lancé le truc. Et je me suis dit: «Je verrai après l'aspect sécurité, l'aspect et cetera». Et quand j'ai lancé, mes RH m'ont dit: «Bah oui, mais attention, il y a pas de modération, enfin, nos syndicats, nos machins». Bah attendez, enfin, on va les laisser s'exprimer. Tant mieux s'ils s'expriment, parce que s'il y a des problèmes, on les verra plus vite et donc ça nous permettra, aussi plus rapidement de les gérer.
en réalité, ça s'est super bien passé. On a peut-être eu, sur plusieurs années, 2-3 collaborateurs qui font ce qu'on appelle des sorties de route, avec des Mmh. propos qui étaient, plus ou moins déplacés, et là, bah, c'est plus toi qui réponds, en fait. C'est, quand je dis, c'est plus moi, c'est plus l'équipe, managériale, la direction et cetera. C'est directement les collaborateurs de l'entreprise qui vont aller répondre au collaborateur, en question qui a posté en lui disant: «Mais tu déconnes là, ça va pas du tout, hein. Moi, je suis pas d'accord avec toi et je t'explique pourquoi. Et ton Mmh. propos, je trouve qu'il est inconvenant». Et donc je trouve que c'est bien et en réalité, ça amène à se dire quoi? Ça amène à se dire que faire confiance, à nos collaborateurs et collaboratrices, c'est essentiel. Une entreprise ne peut pas fonctionner si elle ne fait pas confiance. Et donc moi, je fais confiance à mes équipes et mes équipes me font confiance et c'est ce qui nous permet d'avancer main dans la main et de relever des tonnes de défis. Mais ce que je trouve impressionnant, tu vois, c'est pour, être abonné chez Free, au bureau, en l'occurrence, heu, je crois qu'on a un tout petit forfait d'abonnement et ce qui est incroyable, c'est que je me dis: «Mais comment tu fais pour trouver la rentabilité?» C'est-à-dire que, OK, genre, je paye, ma box, je sais même pas combien elle me coûte, mais pas très, très cher. Heu, j'ai un problème, je fais, une visio du coup avec un téléconseiller? Je sais pas comment vous les appelez? Des free helpers. Et voilà, les free helpers, pardon, avec un free helper donc boum, d'un seul coup, je me retrouve connectée en visio, je vois un homme, écoute, tout à fait charmant, qui a l'air très heureux d'être là et qui envoie quelqu'un chez moi, mais je sais pas, 72 heures après, il y avait quelqu'un qui venait pour regarder si mon niveau de débit, il était bon et cetera. Enfin, pour un truc qui me coûte, j'en sais rien, peut-être 10 balles par mois. Je dis: «Mais elle est où la rentabilité de faire déplacer quelqu'un, de quelqu'un, mais accorder du temps en visio et cetera pour prendre en compte mon besoin ou le doute que j'avais sur, la qualité de débit, au bureau?» C'est fou. Ouais, alors je note que tu es, utilisatrice et merci de ta confiance de notre canal de visio qui est, plébiscité en fait, Ah mais par ça nos marche keynotes. hyper bien, hein, Ça marche franchement. hyper bien, que tu sois en situation de mobilité et quelle que soit en fait, l'activité, c'est-à-dire fixe ou mobile. Et tu as raison de soulever en fait, la question de la rentabilité, et j'aimerais en fait, te rappeler que, quand on a lancé le 4e opérateur mobile le 10 janvier 2012, et bien, l'UFC Que Choisir, a réalisé une étude après, notre lancement et cette étude en fait a mis en évidence, parce qu'évidemment avec des forfaits, illimités à 19,99 € et des forfaits à 2 €, Mmh. on avait divisé par 3 le prix des factures téléphoniques, françaises sur le mobile. L'UFC a voulu, regarder réellement ce qui s'est passé et en fait a conclu, tu sais que l'UFC c'est pas forcément, la copine, des opérateurs télécoms, a conclu qu'entre 2012 et 2014, nous avions rendu 7 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux citoyens français, qui se sont évidemment reversés, sur, il y a eu de la création de valeur parce que d'autres secteurs ont pu en profiter. Les Bien sûr. loisirs, les restos, enfin Mmh mh. donc mais pour autant, si on l'a fait, c'est qu'il y a une rentabilité. C'est évidemment, là, Mmh. depuis la crise sanitaire, c'est juste plus compliqué, hein, parce que, on fait face à de nombreux pics et à des sollicitations, à des taux inhabituels, hein. On fait plus 40% sur nos réseaux sur le fixe, plus 50% sur la voix mobile, plus 20% sur la data mobile, et donc c'est conséquent à gérer. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte que les opérateurs français, quels qu'ils soient, ont rempli une part importante du marché sur des offres B2C, et pas B2B, hein, là où, bah, Mmh. tout le monde travaille aujourd'hui chez soi, et c'était pas prévu pour ça. Nos box n'étaient pas prévues pour accueillir, du trafic, en journée, dans des millions, dizaines de millions de foyers. Et pour autant, en fait, il y a eu aucun problème. Les réseaux ont tenu, ils ont évidemment été redimensionnés. Enfin, il y a un investissement de la part des opérateurs télécoms Mmh. et notamment chez Free, parce qu'on a aussi, eu beaucoup d'actions solidaires à l'égard de nos abonnés. On a augmenté, la data, sur, Mmh. nos forfaits gratuitement, pour les accompagner dans cette période un peu tendue. Donc, voilà, c'est vrai que, c'est la période est plus complexe, je pense, mais pour autant,
nos abonnés en ont quand même eu conscience parce qu'on a eu des verbatims super positifs quand, pendant le confinement, ils se sont aperçus qu'on était là, qu'on décrochait rapidement. Il s'est passé plein de choses, plein d'émotions, parce que les gens étaient avec leurs enfants, nos free helpers étaient avec leurs enfants. Donc, il y avait plein d'échanges entre parents, c'est-à-dire il y avait la relation client-fournisseur, client-opérateur. Et en même temps, il y avait des humains, des gens qui se parlaient et qui se donnaient des tips en disant « Ah oui, vous avez un enfant de 7 ans, mais moi aussi, mais vous savez que sur France 2, à 11h, il y a une émission éducative pour les 7 ans. » Et donc, c'était hyper sympa. Et c'est une période sur laquelle on a eu nos meilleurs résultats. On a eu des baisses d'absentéisme incroyables, alors qu'on était en pleine crise sanitaire. Des équipes ultra mobilisées sur leur mission de service, parce qu'ils comprenaient en fait qu'on devait être au rendez-vous. Et c'est un peu ce que je disais, c'est que quand les fondations sont là, que les valeurs sont là, que le projet est incarné, bah derrière, ça déroule même quand tu es dans une situation de crise à laquelle à laquelle tu n'aurais pas pu penser, quoi. Et ces fondations, ça me ramène à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand Free a été lancé, vu que déjà, vous divisiez en gros la facture par 3, en fait, c'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui, ils ont un biais cognitif. Et du coup, moi, j'ai l'impression de me dire, elle est où la rentabilité chez Free de faire une visio avec moi, de faire intervenir quelqu'un à la maison, mais je suis biaisée par rapport au prix que j'ai pu payer avant. Mais en tenant compte de ce biais cognitif du consommateur, vous auriez totalement pu faire le choix d'avoir une expérience client pourrie. Parce que du coup, les gens se seraient dit, de toute façon, c'est 3 fois moins cher. Donc, c'est normal que ça soit pas que ça soit pas hyper quali et que potentiellement on mette 45 minutes à me répondre, que d'ailleurs, peut-être même qu'il n'y ait pas de chat en ligne, qu'il n'y ait pas de solution de visio, etc. Alors, c'est quelque chose qu'on dit assez peu, qu'on n'a d'ailleurs pas utilisé comme un argument marketing, on aurait pu. Parce si tu appelles pour un problème avec ta Freebox, un renseignement facture, je sais pas, un paramétrage Wi-Fi, tu as de fortes chances effectivement que ton appel, ton contact soit traité par un free helper en France. Pourquoi ? Parce que dès le départ, on a eu une stratégie d'internalisation de nos ressources très forte en France. On a 5 centres en France, on en a 2 au Maroc. Au Maroc, c'est pas des prestataires, c'est des centres en propre. On fait appel à la prestation, mais très très peu sur notre activité fixe. Et donc ça, c'est effectivement je dirais un point important. Donc, si tu veux, la visio, pourquoi on a mis en place un service de visio ? Parce que d'une part, nous souhaitions, si tu veux, dans une relation qui est de plus en plus digitale, c'est important d'arriver à l'humaniser. Et donc, il y avait ce premier objectif d'humaniser la relation digitale avec un contact physique, et donc d'utiliser le numérique pour ça. Ensuite, il y avait la volonté de se dire, mais c'est un usage qui va se développer, c'est peut-être un peu prématuré, on l'a lancé en 2015, on était les premiers, mais globalement, les millennials, nos Y et Z, vont débarquer et ils vont utiliser ce service, c'est certain. Et puis, on voulait également que ce soit pour nos freenotes et pour nous la possibilité de créer des émotions et de partager davantage et d'ancrer la marque en fait dans les interactions. Et je pense qu'on a réussi à faire ça parce que effectivement, on a des feedbacks ultra positifs sur ce service, là où nos autres canaux vont être notés un petit peu plus durement, à l'exception peut-être de WhatsApp, qui est en expérimentation chez nous. On fait partie des 15 premières sociétés en France à expérimenter WhatsApp B2B. Et c'est le gros sujet du moment dans notre organisation. C'est canon à un point, tu peux pas savoir. Parce que déjà, il y a 24 millions de Français qui utilisent WhatsApp. Oui. Donc, si tu veux, il n'y a pas besoin de former qui que ce soit. L'utilisation de WhatsApp, elle est naturelle aujourd'hui. C'est un usage. Donc, ça nous paraissait important, en fait, de coller aux usages
et d'être présent là où sont nos abonnés pour leur faciliter la vie avec des communications fluides, de l'accessibilité, etc. Et on sait tous, hein, je ne sais pas combien tu mets d'émoticônes par conversation, Beaucoup. SMS, WhatsApp, etc. Moi aussi, j'en mets beaucoup. Et puis avec mes équipes, je communique beaucoup par GIF depuis quelques années. Ouais. Et donc, nos collaborateurs, ils ont aussi envie de s'exprimer comme ça avec nos Free-Notes, parce que nos Free-Notes s'expriment de cette façon-là. Et donc WhatsApp est un canal totalement approprié pour ça. Ça crée de l'émotion parce que on est dans l'ère de la conversation permanente. Et en plus, on est dans l'ère de la personnalisation parce que pendant 96 heures, c'est la même personne qui va te répondre. Ah oui. Quand tu sais que chez un opérateur télécom, il y a des milliers et des milliers de personnes et que tu as la garantie que, Angélique, que tu as eu au téléphone ou sur WhatsApp sera la même personne. Alors évidemment, tu passes du téléphone à WhatsApp, mais Angélique, elle te dit, mais vous savez que je suis sur WhatsApp? Donc, du coup, tu peux faire le suivi. Donc, on est dans des métiers très techniques. Si effectivement tu appelles pour un problème de branchement, etc., on va te dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis, rappelez-nous si effectivement ça fonctionne pas. Là, tu peux faire un WhatsApp et tu peux envoyer des photos ou une vidéo de ce que tu as fait. Donc, c'est juste beaucoup plus fluide. Nos Free-Notes adorent, nos Free Helpers adorent, ça leur change la vie. Et donc, on fait ça en diversification d'activités pour nos collaborateurs et dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi dans le cadre de l'expérience qu'on souhaite la plus optimale possible avec nos Free-Notes. Et c'est quoi les étapes qui restent encore à passer là où vous auriez des petits fails ou quelque chose que tu n'as jamais dit et que tu aimerais bien craquer à l'avenir? Alors, ce que j'aimerais bien craquer, alors ça, c'est vraiment un sujet, c'est que dans la mesure où on travaille sur la symétrie des attentions, on a eu besoin, en fait, de structurer notre démarche, de la professionnaliser et surtout de se dire: «OK, mais c'est quoi notre ROI sur la symétrie des attentions?» On a donc créé il y a 3-4 ans le baromètre de la symétrie des attentions. C'est-à-dire que, nos abonnés, reçoivent un SATCLI, un questionnaire de Oui. satisfaction client avec une question de NPS, le Net Promoter Score. Eh bien, on fait la même chose chaque mois pour nos collaborateurs qui reçoivent en fait pas un SATCLI, mais un SAT-FH, un Satisfaction Free Helper, OK. avec une question de NPS, de Net Promoter Score. Alors, le NPS chez un abonné, on sait tous ce que c'est, hein, c'est ce que vous recommanderiez la marque Free à un tiers. Qu'est-ce que c'est le NPS pour un collaborateur ou une collaboratrice? C'est est-ce que vous recommanderiez votre entreprise, au sens est-ce que vous coopteriez? Est-ce que c'est une entreprise, où il fait bon travailler, dont vous êtes fiers? Et donc, les questionnaires, le questionnaire de SAT, en fait, il y a 7 questions, pour le FreeNote et en effet miroir, il y a 7 questions, pour, le Free Helper avec une question, qu'on essaye, de changer, tous les mois en fonction de notre actualité, hein. OK. Et donc, on a tous les mois cette observation de notre objectif atteint en satisfaction chez nos FreeNotes. Et on a celui en face de nos Free Helpers. Et en 18 mois, grâce à des plans d'action suite aux réponses qu'apportaient nos Free Helpers et donc aux actions qu'on devait mettre en œuvre, et grâce à ces plans d'action, on a prouvé que en améliorant de 2 points l'engagement et la satisfaction de nos Free Helpers, on gagnait 1,3 points d'engagement et de satisfaction chez nos FreeNotes. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais craquer? C'est pour vous permettre de bien comprendre le craquage, c'est que ce 1,3 points, finalement, c'est quoi dans le chiffre d'affaires du groupe? Qu'en clair, il me manque un indicateur qui puisse retraduire, en fait, on est souvent dans des métiers où on dit, mais on est des centres de coûts. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que quand la relation est bien faite, on est des centres de profit parce que on fidélise. Mais ça, il n'y a aucun indicateur qui est capable effectivement de le calculer, de le mesurer. Et donc, j'aimerais bien arriver sur la création d'un indicateur qui puisse dire, ouais, ce qu'on fait, l'expérience collaborateur, l'expérience FreeNote, qui finalement est le résultat de tout ce qu'on met en œuvre en interne pour bien servir nos abonnés, et bien ça représente ça dans un chiffre d'affaires. Parce que très souvent, les financiers sont éloignés de ce type de démarche. Et pourtant, c'est en mettant le capital humain au centre
qu'on arrive à de très bonnes performances économiques. On le voit d'ailleurs, hein, les leaders d'expérience client aux États-Unis sont ceux qui ont des expériences collaborateurs absolument remarquables, mais c'est aussi les leaders sur les marchés boursiers en termes de valo. Donc ça a du sens, mais il faut arriver effectivement à trouver le chemin pour mesurer ça et donc à craquer ce point. Parce que tu penses que cela aurait un impact sur la perception de ce que tu fais au sein de l'entreprise, au sein du groupe? Bah, si tu veux, je pense que si je m'adresse à mes homologues et je parle avec eux très souvent, parce que je suis administratrice à la FRC, effectivement, on se dirait tous que c'est presque essentiel pour que nos métiers rayonnent différemment. Donc, c'est des C'est comme métiers. le market, en fait. C'est toujours, oui, mais on ne sait jamais ce que ça rapporte réellement, quoi. Oui, totalement. Et nous, il s'avère justement, c'est le bon terme, on fait du marketing relationnel. Et ce marketing relationnel-là, il a du sens. Il a du sens et il contribue aux résultats du groupe. Mais comment tu le quantifies, effectivement. Exactement. Comment tu le mesures? Comment tu le mesures et comment si tu le mesures, bah, comment tu fais pour l'augmenter? Parce que c'est quand même le sujet, hein. Bien sûr. Et on a dit au tout début que tu étais business angel. En quoi ce que tu fais chez Iliad influe ton rôle de business angel et l'impact, en fait? Est-ce que Et, tu as un biais là-dessus? et j'ai envie de te dire, et inversement. Parce qu'en fait, c'est plutôt l'inverse, je trouve. Ça m'apporte et ça me permet en fait d'avoir des idées dans le cadre de mon business chez Free. Donc c'est plutôt l'inverse en fait. Ça me permet d'aller chercher un oxygène intellectuel, d'être confrontée à des raisonnements qui ne sont pas les miens, avec des gens qui sont câblés différemment, qui voient les choses différemment, et de me dire, mais en fait, ouais, cet angle-là, c'est pas mal. Et en fait, dans mon propre environnement professionnel, je pourrais peut-être faire ça comme ça, etc. Et donc, ça me donne beaucoup d'idées. Et puis, quand ça fait 21 ans que tu travailles pour le même groupe, c'est important aussi d'avoir des bulles d'oxygène. Donc, moi, ça m'aide parce que ça me permet de voir tout ce qui se passe, d'être aware en fait, et également de me dire que enfin voilà, enfin il y a tout le côté tech aussi, hein, ça évolue beaucoup, ça va encore évoluer beaucoup ces dizaines d'années. Si t'es pas dedans, c'est pas possible. Comment avoir une vision de ton métier dans les 10 ans si tu considères pas tout ce qui se passe autour de toi? Et après, je pourrais tout à fait le faire en lisant plein de choses. Mais c'est plus intéressant parce que là, je suis au contact des entrepreneurs et donc du coup, c'est beaucoup plus riche. OK. Et puis, il fallait des femmes, hein. Fallait des femmes business angel, tu crois Il faut pas? le préciser quand même. Voilà, il fallait des femmes business angel qui pouvaient aussi s'investir dans ce domaine. Et est-ce que tu peux me parler des communautés de Free, s'il te plaît? Oui, alors les communautés de Free, en fait, c'est une véritable exception culturelle. Elles sont en fait apparues de manière totalement spontanée au début de l'aventure Free. En fait, elles ont créé un nouveau site d'entraide autour de chaque nouvelle fonctionnalité ou innovation qu'on pouvait faire. Et en fait, c'est un véritable concentré de passionnés de la marque. Et c'est un écosystème en fait qui nous a permis année après année de nous améliorer, mais aussi de grandir en prenant appui sur la rigueur et l'exigence d'abonnés. Qui voyaient déjà à l'époque nos ambitions en grand. Et c'est fou parce qu'elles sont une dizaine, ces communautés. On connaît plus Univers Freebox et Free News. Univers Freebox, pour te donner des chiffres, hein, c'est quand même une communauté de Freenotes. Ils ont une audience mensuelle de 5 millions de visiteurs uniques par mois. Waouh! Ouais, ils sont énormément de rédacteurs en France, bénévoles, et donc ils coproduisent l'information aujourd'hui de Free, sans pour autant être salariés chez nous, sans pour autant qu'on leur pousse des sujets, c'est complètement spontané. Ils sont interviewés en fait évidemment par des journalistes de la presse informatique et parfois même d'autres journalistes qui ont envie de venir creuser un sujet chez Free parce qu'ils sont reconnus comme des experts de la marque. Et donc on avance main dans la main avec nos communautés depuis maintenant plus de 15 ans. J'ai beaucoup de sociétés qui sont venues me voir, des directeurs de la transformation, directeurs de la digitalisation et de la relation client pour me dire mais comment vous faites parce que nous on aimerait bien avoir des communautés comme ça.
Et en fait, on ne peut Eh ben, pas. tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas, c'est-à-dire que du jour au lendemain, bah, tu découvres en fait sur la toile que Mm. quelqu'un a déposé Univers Freebox et tu te dis mais Freebox c'est quand même une marque déposée. Donc est-ce qu'on les laisse faire, est-ce qu'on les laisse pas faire? Et puis on se dit bah on va les laisser faire, on va voir ce que ça donne, on dit rien. Et puis là on voit effectivement que c'est des addicts, des sympathisants de la marque et c'est impressionnant parce que ils font beaucoup. Moi, j'anime une convention annuelle où je les fais venir de toute la France. Donc, c'est une grande messe qu'on fait depuis 15 ans maintenant, où Xavier Niel vient leur parler, le DG vient leur parler. Tout le monde, en fait, prend un moment, un samedi, pour venir échanger avec eux. Très souvent, on leur livre, en fait, les prochaines innovations. On leur permet de les tester. Cool. Je pense qu'ailleurs, ça se ferait pas. Mais nous, on a un tel lien de confiance, en fait, avec eux, qu'on peut être capable de leur dire ce qu'on va sortir 3 mois après, alors que si ça venait à se savoir, ça nous flinguerait. Hein. On est coté en bourse, etc. Donc, tu vois le côté. Mais voilà, le truc fonctionne très bien. Et puis, ils font un travail assez inouï. Hein. Un journaliste avait calculé en amont du lancement du mobile, ils étaient très actifs. Et donc, ils faisaient des sondages. Vous pensez que l'offre Free, ce sera quoi? Pourquoi? Donc, évidemment, nous, ça nous permet d'assister aussi aux résultats et de récupérer de la data gratuitement. Et ils ont fait un tel teasing, en fait, au travers de leurs questions, qu'un journaliste a calculé ce que ça représentait si on avait dû investir pour créer ce teasing. Et donc, il avait calculé que ça correspondait à 7 millions d'euros d'investissement publicitaire que nous n'avions pas consacré parce que les communautés de Free s'en étaient chargées. Donc, voilà. Après, moi, c'est des gens avec lesquels j'échange tous les jours. Au début, c'était beaucoup de sacrifices parce que la plupart bossent la journée, donc c'est le soir, la nuit, les week-ends. Et puis là, ça se régule plutôt pas mal. Et on se connaît très bien, donc voilà, maintenant c'est un petit WhatsApp, un petit mail, c'est relativement fluide. Et donc dès qu'on fait quelque chose en interne, je pense à eux, je leur envoie un petit colis avec une petite marque d'attention. Voilà, ils sont toujours dans mon. En fait, on parle de symétrie des attentions, expérience client, expérience collaborateur. Et moi, dans mon triptyque, en fait, je crée un triptyque et j'ajoute les communautés. Hein. Non, mais ça, c'est chouette parce que c'est des phénomènes qu'on observe chez Apple, chez Tesla, tu vois, où ils vont se réunir, ils vont commenter. Et je sais que, par exemple, les gens de chez Tesla, pour eux, c'est une énorme source d'informations et ils regardent, quoi. Mais pour autant, je crois que les communautés ne se rendent pas compte réellement quand elles se créent de l'impact qu'elles peuvent avoir et du fait que les marques qu'elles soutiennent finalement regardent tous les jours ce qui s'y passe, ce qui s'y raconte et que c'est un réel vivier d'informations. Je sais pas, c'est peut-être un mec qui a eu une illumination comme ça un soir avec ses potes, il s'est dit écoute, on va créer un compte Facebook, je suis fan d'eux, et puis en fait le truc gagne en légitimité, gagne en audience et un vrai vivier pour les marques. Mais tu as totalement raison. Et pour l'anecdote, il y a de ça 10 ans, on avait nos salariés en fait qui nous disaient mais c'est pas possible. Enfin, on vient de sortir ça et en fait, Univers Freebox a déjà fait un article. Et donc, on répondait à nos collaborateurs, finalement, c'est peut-être notre intranet. Avec humour, évidemment, parce que c'est pas notre intranet, ils sont externes, on finance pas. Enfin, c'est ça. Et je pense que, d'ailleurs, chez Apple et chez Tesla, on a quand même une petite spécificité supplémentaire. C'est que je pense que chez Apple et Tesla, aucune de leurs communautés n'a créé une boutique des supporters. Eh bien, nous, chez Free, Univers Freebox, a créé, il y a de ça 10 ans, une boutique des supporters. On n'avait même pas encore notre première boutique en France. Et que notre communauté, qui gagnait du coup beaucoup d'argent, parce que tu l'as compris, ils ont une grosse audience, se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Parce que globalement, on a notre job, on est en association, donc on ne peut pas faire de bénéfices, machin. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils ont investi pour effectivement prendre un bail commercial, non, mais ils font pas de commerce. Donc, ils ont une boutique qui est plus un local, en fait, des supporters de Free. Ils ont tout mis, vraiment, c'est du Free partout, avec Concept Store, Univers Freebox. Et en fait, ils accueillent les gens, ils sont à Nancy, ils accueillent les gens du quartier pour les aider
dans plein de démarches pour les former à Internet. Donc, ils ont Ah un petit ouais. un partenariat avec la mairie pour former les Mmh. seniors, les handicapés. Donc, ils se rendent utiles. Donc, ça, c'est absolument C'est merveilleux. incroyable. Et vu qu'ils ont regagné de l'argent derrière, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ils se sont créés un studio, en fait, un studio où ils ont maintenant ils réalisent leurs émissions. Et ça, c'est dingue. Donc, ils ont une chaîne YouTube et ils commentent l'actualité bah, chaque semaine. Donc, et là, en ce moment, ils sont en train de faire une mini-série décalée, humour. Donc, ils sont assez marrants. Ouais, c'est Ils sont incroyable. très actifs, très, très actifs. Et en fait, ils ont réussi à salarier 2 d'entre eux sur la base des revenus de la régie pub. Et tous les autres sont bénévoles. Eh ben, dis donc. Ouais, ouais, c'est une véritable exception culturelle et on est souvent très enviés pour nos communautés. Et donc, du coup, Angélique, j'ai lu ton livre il y a plusieurs semaines. Tu parles d'émotions. Concrètement, comment est-ce que vous faites pour traiter les émotions en fonction du canal de contact? Qu'est-ce qui les différencie? Alors en fait, je pense que, on peut pas différencier vraiment les canaux, sur ce sujet. Et on ne peut pas mesurer en fait les émotions en termes de niveau. En fait, les émotions, elles sont impalpables. On ne peut pas appliquer Mmh. scientifiquement un traitement à chacune d'entre elles en établissant des catégories ou comme on créerait un algorithme par exemple. Et c'est là que l'humain et le ressenti personnel en fait interviennent. C'est la connaissance des schémas émotionnels, l'ouverture d'esprit, la prise de recul bah, qui sont nécessaires pour prendre de la hauteur sur des réactions primaires et puis savoir réorienter un échange vers toujours plus de compréhension, de soutien, d'efficacité et évidemment de constructif. Donc c'est vraiment, peu importe le canal choisi en fait, bah, c'est l'excellence relationnelle qui va prendre le pas. Et c'est là que commencera en fait l'expérience positive pour l'utilisateur. Et puis le choix du canal, c'est tout simplement avoir le choix dès le départ en fait. Donc c'est voilà. Et les émotions, après, je peux te donner un exemple concret. Nous, nos collaborateurs qui sont au téléphone, on leur demande de faire attention à l'environnement sonore évidemment, puisqu'ils sont aveugles. Et donc d'écouter quand ils ont un free note, ce qui peut se passer autour de lui. Donc un chien qui aboie, un bébé qui pleure. Et donc, bah, si c'est un papa ou une maman, d'arrêter ce qu'on est en train de Mmh. faire et de dire bah, vous avez un enfant qui pleure, est-ce que vous voulez aller le voir et donc c'est d'être proche et finalement en compréhension et pas se dire qu'il faut se dépêcher à clore la communication parce qu'il y a un bébé qui pleure. Non, c'est de se dire il pleure maintenant ce bébé. Donc si vous voulez, prenez le temps. Je vous attends, je suis là. Et puis, vous serez peut-être plus concentré aussi. Ça vous permettra voilà, d'être tranquille. Ou prenez le bébé dans les bras. Ou vous avez un chien, c'est marrant. Moi aussi, j'ai un chien. C'est quoi comme race? Et puis, de rentrer en fait dans quelque chose voilà, qui permet de créer du lien. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de nos interactions, quel que soit le canal. Et comment tu fais pour savoir si tu peux te permettre, entre guillemets, de lui poser ce genre de questions? Parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien le prendre et il y a des gens qui vont se dire: «Mais pourquoi tu me poses cette question-là?» Bah non, parce que les gens qui ont un chien, ils aiment les chiens, ils aiment les animaux, ils sont super contents et fiers de leur chien ou de leur chat et donc ils sont ravis qu'on leur en parle. Donc les enfants, c'est pareil. Tu vois, dans le côté émotionnel, quand on a je me souviens, on a eu un papa dernièrement, donc un freenote, hein, qui allait devenir papa pour la première fois et qui était ultra stressé. Ce qu'on pouvait comprendre parce que sa femme rentrait à la maternité, elle rentrait dans 3 jours et la box ne fonctionnait pas. OK. Donc il était en panique en nous disant: «Mais enfin, vous comprenez pas, ma femme rentre dans 3 jours, elle rentre avec un nouveau-né, c'est notre premier enfant, il faut qu'elle puisse, contacter, et être contactée». Et donc évidemment, on a réglé le problème de box, mais on offre nous, à nos collaborateurs et collaboratrices qui ont un bébé, un petit body qu'on fait fabriquer par, des travailleurs handicapés avec, I am free, marqué dessus, donc un body de naissance, bah, on lui a envoyé le body de naissance qu'on offre, à nos collaborateurs. Alors ils reçoivent, d'autres choses avec le body de naissance, nos collaborateurs et là, on avait joint une bouteille de champagne. Bah, tu vois, ça, c'est un événement mémorable. Il a la naissance de son enfant, la box ne fonctionnait pas, on lui a réglé le problème et en plus, on est là pour célébrer avec lui un moment qui est important parce que c'est un des moments les plus importants de la vie, de devenir, papa ou maman.
Et pour autant, tu peux pas industrialiser ce type de moment, mais qui s'en occupe? Qui se dit: «Bah, je vais aller acheter une bouteille de champagne, je vais aller piocher dans le stock, le body pour ce client-là parce qu'il nous a dit ça». En termes de process, comment tu fais ça? Eh ben, c'est hyper simple, parce que, ça se sait dans nos équipes et quand moi je vais sur le terrain, je le rappelle que c'est hyper important, de nous relayer en fait des informations qui nous permettent effectivement d'avoir un geste vis-à-vis de nos abonnés, donc dans des moments importants de leur vie et ils ont une remontée en fait et ça remonte directement dans mon workchat. Donc j'ai mon assistante en copie, donc je vois passer, bah, le ce dont il s'agit et en fonction de la situation, je dis à mon assistante: «Bah, on va faire ça et voilà le petit mot qu'il faut joindre» et Donc c c'est toi ouais, ouais. Ah mais directement? ouais, Ouais. totalement et les collaborateurs OK. savent que c'est moi qui vais le recevoir, donc ça les encourage, en fait, aussi à relayer, en fait, ces informations, et derrière, c'est mon assistante qui gère. Waouh, c'est incroyable. Et alors, quel est le délai entre le moment où le papa a appelé, bon, on dit son problème est résolu entre-temps, et le moment où il reçoit son body et sa bouteille de champagne? On c'est du 10-15 jours parce OK, qu'on s'assure que la connexion fonctionne bien, qu'il ouais. y ait pas un nouveau problème. En 10-15 jours, quand l'abonné n'a pas rappelé, c'est que tout va bien et donc on arrive au bon moment pour adresser des félicitations ou avoir une marque d'attention, qui peut être tout à fait autre chose, hein. Mais c'est vrai que toi, tu réponds beaucoup, même, vous êtes plusieurs comme ça à être très actifs, par exemple sur LinkedIn, où dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, mais vous répondez. Comment vous faites? Alors même si OK, tu dors pas beaucoup, comment vous faites en termes de temps? Tu sais qu'il y a des patrons d'entreprises aujourd'hui qui ne postent même pas leur propre post LinkedIn, tu vois? Et je me dis: «Mais toi, tu postes, tu réponds à, des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas qui parlent de Free. Comment tu fais?» Bah, je le fais le soir parce que sur mes journées, j'ai pas le temps. Mon assistante le gère pas. Souvent, on me demande si c'est mon assistante qui gère, mais Bah non, c'est oui. vraiment moi. Après, je te cache pas que c'est en même temps un plaisir et en même temps un calvaire parce que je pense que je dois recevoir, une dizaine de sollicitations sur, LinkedIn, par jour et donc enfin 10 traitements. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui m'entendront et qui diront: «Bah oui, c'est vrai, je l'ai contactée, en fait, elle a fait ça» et donc à 23 heures le soir, si tu veux, je fais des notes audio Mmh. à la personne qui m'a contactée parce que ça va beaucoup plus vite que d'écrire Oui. et donc je fais de la note audio à tout le monde le soir et les week-ends. Les gens sont assez contents parce que du coup, ils ont une réponse vite et puis je trouve en plus que pendant la crise sanitaire, c'est plus chaleureux, tu vois, d'entendre Mmh. quelqu'un. Donc je trouve ça sympa, et ça me fait gagner du temps. Mais ouais et puis après j'ai Twitter, je suis très souvent, taguée, dans des demandes, mais enfin, tu vois, il y a une question d'exemplarité. Si moi je réponds pas, comment je peux, demander à mes collaborateurs, d'être au rendez-vous tous les jours? Même si c'est pas mon job premier, hein. Donc, il y a une question d'exemplarité et puis moi, un freenote qui se retrouve, coincé, ben, enfin, ça me pose un problème sincère de me dire: «Il y a un moment donné, il y a un truc qui n'a pas été et c'est moi qui suis responsable de ça». Mmh. Donc, pas moi toute seule, mais c'est moi quand même et il faut qu'on lui règle son problème. Donc ça me désole en fait, si tu veux, quand il y a un problème. Mais c'est le côté, entier, passionné, quoi. C'est, Mais ouais, c'est ça, je me dis: «C'est comment tu fais pour avoir cet engagement-là?» Parce que, bah, il y a que enfin et encore, il y a certains patrons de boîtes qui en ont strictement rien à taper, il y a quand c'est ton alors oui, in fine, c'est quand même un peu ton projet et cetera, mais c'est très rare d'observer un tel engagement, enfin moi je trouve ça très rare. je sais pas parce que, je pense que d'autres personnes le font. Après, je pense que la jeune génération est moins enclin à ça parce qu'il y a vraiment une coupure vie privée, vie professionnelle que ma Mmh. génération n'a jamais, réussi totalement à faire. Je dis souvent qu'on est la génération sacrifiée, les bons élèves, ceux qui bossent à fond, enfin voilà, Mmh. c'est compliqué, je pense que c'est aussi compliqué, hein, quand tu as des responsabilités d'avoir une vie privée, il faut le reconnaître, hein. Bah, oui, oui, Même carrément. si tu es ultra bien organisé, ce qui est mon cas. Parce que l'organisation, c'est vraiment un des points majeurs, pour être partout, il faut être ultra bien organisé. Et est-ce que tu as des astuces du coup d'organisation? Oui, j'en ai, je me suis installée à côté de mon bureau, donc du coup, j'ai pas de Ah, tu vis transport. à côté de ton bureau? Ouais, Bon, ouais. du Dans moment mon que tu ne vis bureau pas dedans. dans mon bureau, non, à côté de mon bureau, mais c'est comme si parce que tu vois, dimanche, j'étais là, au bureau. Donc voilà, j'habite à côté.
Donc, du coup, pas de temps de transport, donc c'est ça de gagner, donc c'est moins de fatigue aussi, et puis ça permet d'avoir du temps réellement utile. Je suis capable de gérer plein de sujets en même temps, sans forcément que les sujets soient moins bien traités. Ok. Ouais, parce que sinon je fais pas. Je suis vraiment on-off. Si je fais bien. Sinon, voilà. Et donc ça, c'est une grande, ouais, une de mes grandes qualités, je pense vraiment d'arriver à traiter plein de sujets différents. Et il y a des gens qui ont besoin de faire un truc pendant 1 heure, passer à autre chose après, et ainsi de suite. Moi, c'est pas le cas. Mais déjà, je travaille en open space. Donc, si tu veux, depuis 20 ans, et moi, j'aime être avec mes collaborateurs, partager les mêmes conditions de travail. Donc, si tu veux, depuis 20 ans, les gens viennent à mon bureau et ils me posent des questions. Alors là, en ce moment, avec les visios en permanence, c'est très dur. Donc, je suis sans arrêt en train de faire des signes en disant je suis en visio. Mais voilà, mais quand on est tous sur les plateaux, les gens, ils viennent voilà, au fur et à mesure, ils ont une question, je peux les aider, ou je peux leur reposer une question pour les aider à réfléchir à la réponse qu'ils doivent, enfin, trouver la réponse à laquelle, ce pourquoi ils étaient venus me voir, pardon. Et donc en même temps, j'ai pris cette habitude-là, en fait, d'être stoppée dans mes activités, dans mes dossiers, de lever la tête, puis de m'y remettre sans problème. Ok. Et donc, pour celles et ceux que ça intéresserait, Angélique, tu peux nous parler un petit peu de ton livre, s'il te plaît? Alors, j'ai publié l'expérience client, une histoire d'émotion, en décembre 2020. Bah oui, c'est Ouais, récent, c'est hein. hier, Ouais. tu vois, c'est assez marrant. J'avais besoin de partager mon expérience, de partager en fait ma vision de la relation client, et donc d'apporter un peu de prospective également, de pouvoir également expliquer ce qu'on avait fait chez Free, de donner des tips, de parler de la mesure des bénéfices des actions que nous avions Mm. mis en place, parler de la place des émotions dans la relation, parce que, comme vous l'avez compris, c'est essentiel à mes yeux. Et puis, voilà, c'est un travail académique. Il y a une partie qui concerne le Covid. Je parle également de l'entreprise libérante que nous avons su Mm. devenir. Et puis il y a plein de choses. On parlait des communautés, donc vous retrouverez également toute l'histoire de nos communautés. Donc, il est publié aux éditions Erol et il cartonne. Donc, j'ai ce grand plaisir. Il fait partie du top 30, je crois, des ouvrages marketing en ce moment. Donc, Ah, chouette. ouais, ça fait plaisir parce que c'est une vraie satisfaction de se dire que le travail qu'on a fait apporte satisfaction et qu'il y a de l'intérêt. Donc ça, c'est super. Et tu penses que ça t'a pris combien de temps d'écrire ce livre? Parce que, donc, s'il est publié en décembre 2020 et qu'à l'intérieur, tu arrives à parler du Covid, etc., c'est-à-dire que tu as quand même fait preuve, tu étais en flux tendu, en fait, pour l'écrire concrètement. Non, pas vraiment. Donc là, je retire ma cape de superwoman et je suis super honnête. J'ai en fait écrit cet ouvrage en 2016. Il Ah, je n'était pas savais pas. totalement achevé. Ok. Et puis, j'ai eu envie d'écrire un livre pour les femmes et pour les hommes qui doivent nous aider, en fait, nous les femmes, dans nos ambitions et notamment à trouver un équilibre de vie. Et je me suis lancée à fond dans l'écriture de cet ouvrage pour la fin du sexisme. Et quand j'ai eu terminé cet ouvrage, je me suis dit, c'est quand même ballot parce que j'ai quand même écrit un livre plutôt académique sur mon expérience, sur ma vision, et je ne l'ai pas publié. Mm. Et pour des questions stratégiques, j'ai préféré publier, et peut-être parce que sur le moment, c'est celui qui me tenait le plus à cœur, j'ai Mm. préféré publier pour la fin du sexisme, dont 100% des bénéfices sont reversés à 2 associations. Et du coup, une fois publié, je me suis dit, allez, hein, cocotte, on se remet au travail. Parce que maintenant que tu en as publié un, voilà, faut publier le deuxième. Et donc, je l'ai entièrement relu, entièrement amendé. Je devais le publier début 2020, et puis j'étais professionnellement happée à plein de trucs, donc j'ai pas pu prendre le temps. Et heureusement, parce que le Covid est passé par là, et que du coup, au mois d'août 2020, je l'ai mis à jour avec Mm. la situation Covid.
et on l'a publié en décembre. Ouais, donc au final, à toute crise égale opportunité. Totalement. Et au final, c'était pas mal de pouvoir repasser dessus. Et je trouve que intellectuellement parlant, c'est hyper intéressant de repasser sur un contenu que tu as écrit au final il y a plusieurs années, de voir si tu veux y apporter des modifications, si c'est toujours valable ou non. Ouais, et ça, c'était la bonne surprise, parce qu'autant pour la fin du sexisme, je l'ai réécrit 3 fois, autant l'expérience client, une histoire d'émotion, en fait, je vois bien que j'ai des convictions vissées au corps, Mm. que voilà, il y a un alignement, et certes, on peut, notre vision, elle se construit avec le temps et notamment avec les nouvelles technologies, les avancées, et cetera. Mais j'étais bien en ligne et je le suis toujours. Mm. On pourra te le ressortir dans 20 ans. Tu diras oui, oui, tout à fait. Tout ce qui est écrit à l'intérieur, j'y crois toujours, je l'assume, aucun problème. Ah, je suis certaine. Eh ben écoute, c'est super. Enfin, franchement, merci pour tout ce que tu fais. Je vais finir avec 3 questions. D'accord. Alors, quel est ton meilleur souvenir d'expérience client? Alors, mon meilleur souvenir d'expérience client, c'est American Express. Je me marie, je sais plus quand d'ailleurs, en 2014. Je me marie en 2014 et je décide d'aller, acheter 2 robes. Une pour la mairie, une pour, l'église, chez Max Schaul sur les quais à Paris. Et vu que, tu l'as compris, je suis, droit au but, évidemment, j'y vais, je sais tout de suite ce que je veux, je commande mes robes, je laisse un acompte pour chacune de mes robes et puis, je fais mon premier essayage et 2 mois après, j'avais un deuxième essayage. Donc la date du mariage se rapprochait et donc j'arrive pour mon deuxième essayage et personne ne m'avait informée. En fait, je suis arrivée, rideau de fer et gros panneau, liquidation. Et là, je me dis: «OK», je me suis faite planter et je me marie, je crois que c'était, 6 ou 8 semaines après. Donc terrible, plus de robe, les acomptes, versés qui finalement au total faisaient, l'équivalent du prix, d'une seule robe. Et je passe pas mal de coups de fil et je me dis: «Bon, j'avais payé en Amex, je vais appeler American Express». Je les appelle et là, je suis tombée sur une femme, mais alors, voilà, on parlait d'empathie, d'intelligence émotionnelle. Là, tout était réuni, ça cochait toutes les cases et donc la jeune femme, me rassure, déjà, comprend Mmh, le malheur dans lequel je me trouve, au-delà de l'aspect financier, si tu veux, c'était, bien comment sûr. je vais faire et donc elle comprend ça. Elle me dit que oui, elle peut faire, opposition, que mes prélèvements alors pas opposition, mais que les assurances peuvent prendre en charge. Je lui dis: «Comment on fait?» «Bah, écoutez, je vais vous envoyer un mail, il faudra nous adresser tout un tas de pièces, mais soyons clairs, c'est pas urgent. Moi, je vais vous rembourser là, parce que, vous en avez besoin pour, effectivement, racheter une robe rapidement. Mmh. Donc je veux pas vous bloquer. Je vous, crédite, le montant dans les 48 heures et puis je vous fais confiance, vous m'adresserez les pièces après». Et là, si tu veux, c'est assez rare quand même qu'on te rembourse avant d'avoir eu les pièces. Mmh. Et là, je me suis dit, enfin, si tu veux, jamais je n'arrêterai mon contrat American Express aujourd'hui. Mmh. Ils m'ont gagné à vie et quand je peux utiliser mon Amex plutôt que ma Visa, j'utilise mon Amex. Donc j'ai une forme de reconnaissance en termes voilà, en termes de cliente Amex aujourd'hui. Donc ça, c'était ma plus belle expérience vécue. Mmh. Et quel est ton pire souvenir d'expérience client? Mon pire souvenir, c'est les loueurs de voitures. Ah, on me l'avait jamais faite celle-là encore. Vas-y, raconte. Ouais, les loueurs de voitures, parce que quand tu pars en train un vendredi soir avec, 3 enfants, 3 jeunes enfants, un chien, des Mmh. valises et cetera, que tu as réservé une voiture de loc avec 3 sièges auto et que tu arrives après 3 heures de train avec des gamins, qui sont rouges écarlates, qui en peuvent Bien plus et sûr. cetera, et que tu as une demi heure de queue, qu'en arrivant, on te redemande ton permis de conduire alors que tu es cliente de la marque depuis des années, de l'enseigne et que voilà, on ne devrait pas te demander ton permis de conduire. Qu'on te donne les clés du véhicule, mais en allant au parking, tu t'aperçois que les 3 sièges auto sont pas dedans, donc tu es obligé de refaire demi-tour et revenir alors qu'il y a du monde et repartir avec tes 3 sièges auto. Évidemment, quand tu es toute seule avec 3 gamins, un chien,
tu peux pas porter tout le monde, tu peux pas porter tes valises, le petit dernier de la famille qui commence à peine à marcher. Enfin, c'est juste l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Là où c'est quand même simple, tu vois, de tout digitaliser, de faire ça en ligne. C'est ma pire expérience, mais tu vois, j'ai loué auprès d'un autre loueur là dernièrement et j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de progrès. Donc, ça progresse comme partout, hein. Chez nous aussi, ça progresse constamment. Donc, mais ça, ouais, pire expérience. C'est-à-dire que t'es pas du tout considéré et c'est vraiment, c'est à la chaîne, quoi. Ok. Et qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast ? Alors, qui j'aimerais entendre ? Eh bien, écoute, moi j'aime beaucoup. Alors, j'ai une grande amie, c'est Maud Bailly, et Oui. j'adore Maud, qui est pétillante, brillante. Donc, ce serait mon premier choix, ce serait un choix de cœur et pas un des moindres, hein, quand même, parce que elle est reconnue aujourd'hui, Maud. J'aime beaucoup aussi Florence Désert de chez Air France. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, Angélique, pour ton temps. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. Merci Marine pour ton accueil, pour ton intérêt et on ne le voit pas en nous écoutant, mais pour ce très beau sourire. Et toi donc, et toi donc. Allez. Merci, à bientôt. À bientôt. Et voilà les amis, merci à toi Angélique pour cet échange, pour ta confiance, ta douceur et ta transparence. Vous pouvez retrouver Angélique sur LinkedIn et Twitter, où vous l'aurez compris, elle est très active, surtout by night. Son dernier livre, L'expérience client, une histoire d'émotion, est disponible chez vos commerçants et e-commerçants aux éditions Erol. Je soutiens à 3000% le média voix, mais l'écrit et le fait de lire est aussi extrêmement important. Et je le redis encore une fois, même si je sais que c'est pénible, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. On est totalement autofinancé, on prend beaucoup de plaisir à produire ce contenu, alors s'il vous plaît, faites-nous savoir que vous êtes là et que vous nous soutenez. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va envoyer du lourd. Allez, bye!